Afrique du Sud, l'opposition accentue la pression sur le président Jacob Zuma. Elle a demandé d'avancer à mardi le vote d'une motion de défiance pour sortir au plus vite de l'impasse créée par son refus de démissionner. Le président du principal parti d'opposition au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, a chargé un de ses adjoints d'assurer son intérim le temps de son traitement pour un cancer dans un hôpital sud-africain. La Gambie a été admise de nouveau au sein du Commonwealth ce jeudi, ce après avoir été réintégrée dans cette organisation de pays issus de l'ex-empire britannique après un retrait soudain en 2013. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. L'opposition sud-africaine a accentué jeudi la pression sur le président Jacob Zuma en demandant d'avancer à mardi le vote d'une motion de défiance pour sortir au plus vite de l'impasse créée par son refus de démissionner malgré les injonctions de son propre parti. Les détails à travers cet élément. Le président et son probable successeur Cyril Ramaphosa, le nouveau patron du Congrès national africain ANC au pouvoir, ont engagé officiellement mardi des pourparlers fructueux en vue de négocier la transition. Jeudi soir, l'ANC a assuré que leur conclusion était imminente. Mais pour l'opposition, l'Afrique du Sud ne peut pas continuer à rester dans l'incertitude pendant que les deux hommes clés de la crise continuent à se battre sur les termes du départ de Zuma. Nous avons besoin de sortir au plus vite de cette impasse, a estimé le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, demandant au Parlement d'avancer du 22 février au mardi 13 février une motion de défiance. La balle est désormais dans le camp de la présidente de l'Assemblée, Baleka Mbete, qui peut décider ou non d'accepter la requête. Perdant aussi patience, le parti de gauche radical des combattants pour la liberté économique EFF a promis une journée ville morte à une date qui reste à déterminer. Le chef de l'État, discrédité par des scandales à répétition, a déjà survécu à 8 motions de défiance depuis son arrivée au pouvoir en 2009. Mais il est désormais lâché par la toute nouvelle direction de son parti, laissant planer la possibilité que cette motion puisse cette fois être adoptée. Les tractations à huis clos se jouent désormais directement entre Zuma et Ramaphosa, qui a fait le point jeudi avec les parlementaires de son parti. Si les négociations s'étirent en longueur, c'est que le chef de l'État, menacé de poursuites judiciaires dans plusieurs affaires de corruption, cherche à obtenir une immunité pour lui et plusieurs membres de sa famille, a estimé un analyste. La Chine a espionné le siège de l'Union africaine en Éthiopie. Le président de la Commission de l'Union africaine a fustigé jeudi à Pékin cette information relayée par le journal français Le Monde, dénonçant des mensonges et plaidant pour une coopération sino-africaine plus renforcée. Reportage. Moussa Faki Mahamat est en visite à Pékin dans le but d'échanger sur un approfondissement des relations entre l'Union africaine et le régime communiste. Il y est aussi pour inaugurer une représentation permanente de l'Union africaine dans la capitale chinoise. Une occasion indiquée pour rediscuter de l'enquête du Monde publiée fin janvier. En effet, le quotidien français a rapporté que des informaticiens de l'Union africaine s'étaient rendus compte il y a un an que des contenus des serveurs de son siège dans la capitale éthiopienne Addis Abeba étaient transférés vers d'autres serveurs à Shanghai, en Chine. Ce sont des allégations mensongères. Et je crois que le moment choisi n'était pas également fortuit. Ce dont je peux vous assurer est que les relations entre la Chine et l'Afrique, comme je les ai décrites, sont inébranlables. Aucune manœuvre de ce genre ne pourrait nous détourner de notre objectif. L'Union africaine est une organisation politique internationale. Elle ne traite pas de dossiers secret défense. Nous sommes une administration et je ne vois pas quel intérêt à la Chine d'offrir un bâtiment de cette nature et d'espionner. Donc ce sont des allégations totalement mensongères et je crois que nous les négligeons totalement. Nous sommes en train de travailler pour le renforcement de cette coopération pour le bénéfice des peuples africains. Et je ne pense pas que c'est ce genre d'allégations qui puissent nous détourner de notre action. En 2016, le commerce entre l'Afrique et la Chine s'est élevé à 150 milliards de dollars. Les entreprises chinoises multiplient les investissements et travaux d'infrastructures dans les pays africains.
Le président du principal parti d'opposition au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, a chargé un de ses adjoints d'assurer son intérim le temps de son traitement pour un cancer dans un hôpital d'Afrique du Sud. C'est ce qu'a annoncé mercredi son porte-parole, images et son. L'ex-syndicaliste Nelson Chamisa assurera les fonctions de chef du mouvement pour un changement démocratique MDC jusqu'au retour du président, a déclaré Luc Tamborinyoka. Âgé de 65 ans, Tsvangirai a annoncé il y a 2 ans qu'il souffrait d'un cancer du côlon pour lequel il effectue de nombreux séjours médicaux dans des hôpitaux sud-africains. Les médias locaux ont fait ces derniers jours état d'une détérioration inquiétante de sa condition. Je tiens à dire que l'agitation est inutile. Le président ne va pas bien, mais son état est stationnaire. Notre comportement en ces temps difficiles pour notre président doit renforcer la figure imposante de Morgan Tsvangirai et ne pas chercher à la miner. Malheureusement, cette agitation politicienne inutile manque de respect à son épouse, à sa famille et à l'édifice imposant de la marque Tsvangirai qui a inspiré les Zimbabwéens au fil des ans. Ces 3 adjoints ont tous agi en son absence. Il n'y a rien d'anormal et je tiens à réaffirmer qu'il s'agit d'une autorité élevée. Personne n'a reçu l'onction comme cela a été colporté à tort dans les médias. Ce sont des nominations intérimaires comme celles que le président a faites précédemment pour 2 autres présidents par intérim. Les élections générales sont prévues cette année à une date qui n'a pas encore été précisée. Au pouvoir depuis la démission forcée de Robert Mugabe en novembre, le nouveau président Emmerson Mnangagwa, investi candidat du parti au pouvoir, la ZANU-PF, fait figure de grand favori pour la présidentielle. Tsvangirai fut pendant de longues années l'adversaire historique de Robert Mugabe. Le chef du MDC était arrivé en tête du premier tour de la présidentielle de 2008 devant Mugabe, mais il avait renoncé à se présenter au second tour au terme d'une campagne de violence orchestrée par le pouvoir. La Gambie, quant à elle, a été admise de nouveau au sein du Commonwealth ce jeudi, ce après avoir été réintégrée dans cette organisation de pays issus de l'ex-empire britannique après un retrait soudain en 2013. Plus de précisions à travers ce reportage. L'ancien président de ce petit pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, Yahya Jammeh, avait décidé en octobre 2013 de retirer son pays du Commonwealth qu'il avait qualifié d'extension du colonialisme à la consternation générale. Le nouveau président Adama Barrow a entamé le processus de réadmission en février 2017, 2 mois après son élection à l'issue de laquelle Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, avait d'abord refusé de reconnaître sa défaite, déclenchant une crise. La demande officielle faite par Adama Barrow le mois dernier pour que la Gambie rejoigne le Commonwealth a reçu le soutien unanime des membres de l'organisation. Cette décision porte de nouveau à 53 le nombre d'États membres du Commonwealth. Quand la Gambie nous a quittés, ce fut un moment de grande tristesse. De tristesse pour la Gambie et particulièrement de tristesse pour le peuple de Gambie. Donc c'est un retour à la maison. Avoir la Gambie de retour dans la famille du Commonwealth est un vrai moment de joie. Nous avons été clairs sur le fait que ceux qui nous ont quittés sont les bienvenus à la maison s'ils souhaitent s'engager dans la charte et les valeurs. Pour les membres qui nous ont quittés, nous espérons qu'ils vont revenir. La Gambie sera invitée à assister au sommet de l'organisation qui se tiendra à Londres en avril. La démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme et l'indépendance totale de notre système judiciaire ont été restaurés en Gambie. Et nous invitons donc toute la communauté internationale à venir en Gambie. À l'occasion de sa réintégration, une cérémonie de levée des couleurs a eu lieu dans les jardins du Marlborough House, siège du secrétariat du Commonwealth au centre de Londres. Pour rappel, la Gambie avait rejoint le Commonwealth pour la première fois lors de son indépendance en 1965. Accusation de crime contre l'humanité portée contre le président philippin Rodrigo Duterte. La Cour pénale internationale a ouvert des investigations en raison de sa guerre meurtrière contre la drogue. Le porte-parole qui a fait l'annonce a souligné que le président dément toutes ces accusations.
10 mois qu'un avocat philippin a déposé un dossier d'information auprès de la Cour pénale internationale. Le dossier accuse le président Rodrigo Duterte d'avoir causé la mort d'environ 8000 personnes dans sa politique antidrogue. Suite a récemment été donnée à cette affaire, la procureure de la Cour pénale internationale a en effet informé l'ambassade des Philippines que la Cour ouvrait un examen préliminaire, une étape antérieure à une enquête dans ce dossier. À en croire le porte-parole du président, celui-ci n'a aucunement effrayé. Au contraire, il considère cette décision comme une perte de temps et de ressources. Élu en 2016, Rodrigo Duterte a promis d'éradiquer le trafic de drogue en faisant abattre des dizaines de milliers de délinquants. Environ 4000 trafiquants et usagers de drogue présumés ont été tués des mains de la police. Les autorités enquêtent également sur plus de 2000 autres meurtres commis en relation avec la drogue par des inconnus. Les défenseurs des droits de l'homme estiment que le réel nombre de tués est le double des chiffres officiels. Les efforts pour retrouver d'éventuels survivants du séisme survenu à Taïwan se poursuivaient jeudi. Le tremblement qui a fait 10 morts et des dizaines de disparus dans la ville de Hualien a laissé un immeuble penchant dangereusement. Reportage. Des habitants de Hualien, à l'est de Taïwan, se sont réfugiés dans le gymnase d'une école primaire. Les opérations de sauvetage sont difficiles, ce port pittoresque de la côte orientale étant secoué par de nombreuses répliques depuis le tremblement de terre qui a altéré mardi soir de nombreux bâtiments et de rues. Les étages inférieurs d'un complexe résidentiel de 12 étages se sont écroulés, laissant la structure inclinée à 50 degrés. Ce qui menace de s'effondrer à tout moment. Le travail des secours est rendu plus périlleux car des répliques continuent de se faire sentir. D'après la Croix-Rouge, l'inclinaison du bâtiment s'aggravait jeudi. Les espoirs de retrouver des survivants dans les étages inférieurs déjà compressés étaient très minces. Le service national des pompiers totalise pour l'heure 10 décès. Au moins 66 personnes sont portées disparues. Il y a 2 ans, un séisme de magnitude identique avait fait plus de 100 morts à Tainan, dans le sud-ouest de l'île. Un complexe résidentiel de 16 étages s'était effondré. Les techniques de construction avaient été remises en cause dans la foulée de la catastrophe. Et 5 personnes ont été condamnées à 5 ans de prison dans cette affaire. 5 ans de prison pour corruption, c'est la peine infligée jeudi à la chef de l'opposition au Bangladesh. Cette condamnation de Khaleda Zia pourrait l'empêcher de défier la première ministre Sheikh Hasina aux élections prévues cette année. Le vin a tiré, il faut le boire. Khaleda Zia, qui était présente à l'audience, a été immédiatement écrouée. Elle devrait rester incarcérée jusqu'à ce que sa défense fasse appel. Première ministre à 2 reprises et présidente de longue date du Parti nationaliste du Bangladesh, la condamnée est poursuivie pour avoir détourné 206 000 € d'un fonds créé pour un orphelinat. Elle dément les accusations formulées contre elle et soutient que ce procès est destiné à écarter sa famille et elle-même de la vie politique. Alors que le parquet avait requis la prison à vie, la justice l'a condamnée à 5 ans de prison. Suivant cette peine, la veuve de l'ex-président Ziaur Rahman sera probablement empêchée de se présenter aux élections législatives prévues pour décembre. Pour un de ses avocats, ce verdict va à l'encontre de la justice et s'inscrit dans le cadre d'une vengeance politique. L'annonce du jugement a provoqué des violences dans plusieurs grandes villes du pays. Des échauffourées ont opposé membres du Parti nationaliste du Bangladesh à ceux du parti au pouvoir et à la police. Khaleda Zia a dirigé le Bangladesh de 1991 à 1996, puis de 2001 à 2006. L'actuel chef du gouvernement, Sheikh Hasina, qui fut un temps son allié, est son ennemi juré. Les 2 femmes se sont succédées au pouvoir. La rivalité sanglante entre Sheikh Hasina et Khaleda Zia est le principal point de bascule de la vie politique du Bangladesh depuis un quart de siècle. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.